Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast. Nous sommes rendus au 14e épisode, un podcast avec Erika Hagen-Veilleux, une artiste multidisciplinaire. Mais avant de débuter ce podcast-là, je vous invite à continuer à nous écouter sur les différentes plateformes, à en parler, à en partager. C'est super le fun de vous voir nous écouter de plus en plus nombreux à chaque 2 semaines. Je vous rappelle, le podcast est un bimensuel. Alors, Thomas, si tu veux bien nous parler de l'invité d'aujourd'hui. Oui, ben Erika, en fait, je la connais quand même depuis un certain temps. Moi, je l'ai connue dans le slam, mais c'est ça, Erika, en fait, c'est ça, elle a une espèce de parcours, elle a vraiment beaucoup de cordes là, à son arc. Donc, elle a fait l'école de cirque, mais elle écrit aussi, elle joue de la musique, elle chante, elle fait énormément de choses. Donc, c'est une des raisons pourquoi est-ce que ben, je voulais qu'on l'invite. Je trouve qu'elle est très intéressante. Elle a une démarche elle a un parcours artistique très particulier, mais il y a aussi le fait que, il n'y a pas longtemps, elle a fait un post Facebook qui est une espèce de réflexion un petit peu sur sa pratique du cirque, sur le milieu du cirque. Puis, ben, tu l'as lu aussi, on en parlait. Puis, en tout cas, je pense que ça serait j'espère qu'on va en parler dans le podcast parce que je pense que ce serait très intéressant d'avoir cette discussion-là avec elle. Je crois que ça va être riche. Yes! Alors, bonne écoute tout le monde! Ben, bienvenue au Langue à Langue, le podcast. Un podcast où on parle de la scène, où on rencontre des artistes de tout genre et où on jase de stratégie, d'essais et d'erreurs, mais surtout d'erreurs. Alors, comme d'habitude, je suis là aujourd'hui avec Michael Laragibel. Salut tout le monde, content de vous retrouver. Alors, aujourd'hui, on reçoit Erika Hagen-Veilleux, une artiste multidisciplinaire. Salut! Heureuse d'être là. Donc, c'est le podcast Le Langue à Langue, puis on part ça tout de suite. Hey, salut Erika, ça va bien? Allô, oui, bonsoir. Heureuse Ouais, d'être bon. là. Ben, écoute, c'est vraiment le fun de t'avoir. En plus, ça fait quelques fois, une fois, tu étais venu une fois dans les vrais, Ouais. les soirées langue à langue faire le concept, hein? C'est ça? Oui, effectivement, il y a quelques années, je l'avais faite. Je m'étais prêtée au jeu. Je pense que c'est une des choses les plus terrifiantes que j'ai jamais faites. Ah ouais? Ah ouais, à ce point-là? Je me rappelle d'avoir été assez très nerveuse, puis surtout pour la partie du stand-up, là. Il a fallu que je me répète, c'est juste la comédie, il y a personne qui va mourir. Fait que c'est une des choses les Ah, plus bon. difficiles que tu as trouvées, mais t'en fais plusieurs affaires aussi, là. Pour les gens qui connaissent pas. Oui, effectivement, j'ai un peu le pied dans la porte de plusieurs différentes expressions artistiques, puis j'aime ça me promener un peu partout sur la map du milieu culturel à Québec, certainement. Puis pour les gens, justement, qui te connaissent pas nécessairement, est-ce que tu voudrais peut-être nous faire un petit résumé, là? T'es pas obligé de partir de la maternelle, là, mais un petit résumé là, de ton parcours, un petit peu, là, de ton parcours artistique, de où c'est parti, où ça va, ce que tu as rencontré, vite, vite, là, si ça te va. Ouais, ben avec plaisir. En fait, moi, je suis artiste de cirque de formation. Donc, j'ai complété, j'étais dans la cohorte de 2017 de la formation professionnelle de l'École de cirque de Québec, qui offre une formation en art du cirque en collaboration avec le Cégep Limoilou. Donc, c'est comme un peu c'est un deck en fait, mais spécifié en art du cirque. Donc, j'ai eu la chance d'être étudiante au sein de ce programme-là. Puis, sinon, en parallèle à ça, moi, j'ai toujours beaucoup aimé la lecture, l'écriture. Donc, j'ai continué un peu de manière autodidacte à développer ma plume, surtout au niveau poétique.
Ça serait vraiment drôle de lire des anciens poèmes que j'ai écrits. Mais un peu gênant surtout. Mais donc ça fait longtemps là, que je développe un peu ma parole poétique d'une manière un peu plus, tu sais, avec vraiment les mots. Et quand j'ai découvert le slam il y a quelques années, là, je me suis mis à plus m'engager dans l'événement oral de l'écriture poétique, donc vraiment dans la performance, aussi pas strictement l'écriture en solo. Puis sinon, à part de ça, j'ai aussi beaucoup fait de musique quand j'étais jeune. Puis un peu de par mon contact avec la poésie, je me suis mis à vouloir écrire de la musique, écrire des chansons. Donc, j'ai comme développé aussi cette facette-là euh, euh, de ma pratique. Puis ça fait que présentement, j'ai un peu des projets qui soient juxtaposent ces différents éléments-là ou sinon qui sont souvent aussi un peu dans le milieu spécifique du slam ou de la musique ou du cirque. Ça se chevauche pas tout le temps, là. Par exemple, j'ai un groupe de musique qui s'appelle Bleu Kérosène. Puis on travaille fort présentement pour continuer à avancer malgré la COVID-19, mais Mais voilà. est-ce que tu es interprète aussi dans le groupe ou juste musicienne puis tu composes les chansons? Ouais, je suis la chanteuse du groupe, en fait. Donc, j'écris les chansons qui sont réarrangées par mon grand frère. C'est un band de famille, entre autres. Puis, on est 5 musiciens, puis c'est ça. Donc, je fais partie des musiciens, mais c'est moi qui crée le matériel de base qu'ensuite on retravaille ensemble, ouais. OK, puis Fait tu que t'as voilà écrit un la peu un musique. survol. Ouais, hey, non, mais ouais, on pourrait faire un podcast pour chaque partie. Euh, Ouais. mais, mais moi, je serais curieux de savoir comment est-ce que tu vois ça un peu le. Parce que tu sais, tu nous as présenté un petit peu chaque parcours, mais si on prend par exemple le spectacle que tu as présenté avec Maude. Je connais Maude, puis j'ai oublié ça, c'est malaisant d'oublier son nom de Maude famille. Boutin-Saint-Pierre. Maude Boutin-Saint-Pierre, ben oui, Ouais. je la connais en plus. Ah, je suis désolé, Maude. Je pense que c'est l'actrice de l'enregistrement. Euh, mais dans ce show-là, il y a quand même tu sais, il y a plusieurs disciplines, dans le sens que il y a des moments de cirque, il y a des moments de poésie, des moments un peu de musique. Fait que je suis curieux de voir, parce que c'est ça, tu nous présentes ça un peu séparé, mais j'ai l'impression que dans ce que tu fais, à un moment donné, ça se rencontre un peu ces différentes disciplines-là. Oui, ben, en fait, moi, je pense que ce qui m'a vraiment enchantée du milieu du cirque au départ, là, quand j'ai commencé à m'impliquer dans le milieu du cirque puis à avoir la piqûre quand j'étais adolescente, c'est que je sentais à ce moment-là que c'était un milieu qui avait peut-être moins de définition préexistante sur c'était quoi être artiste de cirque. Donc, moi qui ai toujours bouffé la scène, là, tu sais, de tout à plusieurs égards, tu sais, j'ai fait full de théâtre quand j'étais au secondaire, puis la musique, puis tout ça, tu sais. C'était comme, il me semblait un lieu idéal pour trouver finalement la forme d'art, tu sais, qui me permettait d'être tout ça. Puis éventuellement, en évoluant dans ce milieu-là, j'ai constaté que, tu sais, c'était pas aussi, tu sais, il y avait quand même certaines définitions qui existaient à l'intérieur de ce milieu-là. Puis encore une fois, j'étais comme, OK, tu sais, ça me définit pas tout à fait. Pas nourri dans toutes mes facettes artistiques comme je le voudrais. Donc, de là est venu l'intérêt vraiment pour le développement de justement, des projets qui permettraient d'explorer les frontières de mes différents intérêts artistiques avec d'autres artistes qui avaient les mêmes curiosités ou en tout cas des curiosités connexes par rapport à l'exploration de qu'est-ce que ça fait quand on mixe nos manières de créer, quand on explore ces euh,
ces formes d'art-là dans un même show? Est-ce que ça doit être compartimenté ou est-ce qu'on réussit à décloisonner ça un petit peu? Ou, tu sais, quelles règles on peut briser puis quelles règles on voit qui sont là pour rester puis et tout et tout. Fait que c'est un peu de là qu'est venu le désir de ce show-là dont tu parles, là, qui s'appelle Untouched Land, alias Toi puis ta solitude en sachet déshydraté. Très long titre. Ça fait partie d'une des erreurs qu'on a faites. Mais ouais, fait que c'est un peu ça le désir là justement. Puis tu sais, j'ai expliqué tantôt de manière un peu plus justement séparée pour que les gens ils comprennent peut-être mieux chacun de mes intérêts. Mais tu sais, oui, il faut savoir que tous ces intérêts-là se chevauchent souvent, puis je cherche souvent les projets qui me permettent de les explorer en parallèle et en juxtaposition. Quand tu parlais du projet avec le très long nom, Oui. tu disais que tu te permettais de voir les codes qui tu peux briser et d'autres qui sont faits pour être là, mais est-ce que tu en as remarqué justement des codes que non, ça doit rester parce que sinon le spectateur perd l'idée? Oui, ben en fait, on explorait au début dans ce projet-là, on se demandait si ça se pouvait de faire une forme théâtrale qui était pas nécessairement narrative. On se demandait c'était quoi un objet théâtral qui avait pas une histoire, hem, comme telle, qui était créée de bulles poétiques ou de bulles, de réflexion. Finalement, sans me prononcer là-dessus, nous, on a décidé qu'on n'était pas, c'était un défi trop grand pour nous, pour ce projet-là. Donc finalement, on a décidé d'y aller avec une certaine narrativité, mais là, ce qu'on a essayé de faire, c'est de déployer cette narrativité-là avec nos outils différents. Donc voir à quel point est-ce que la musique, le corps, les moments poétiques peuvent être utilisés, pour développer justement, le racontage là de l'histoire. Il y avait aussi le code très fort du numéro de cirque, Ouais. comme tu sais, le numéro de cirque commencé de OK, là, le cirque, il se passe dans un espace-temps comme tout collé ensemble. C'est comme le moment cirque, tu sais, qui dans les spectacles de cirque, souvent, on a ça. C'est un petit peu un besoin de, heu parce qu'on peut pas nécessairement performer une discipline, pendant, 15-20 minutes ou en tout cas pas de la manière traditionnelle qu'on a de le faire. Donc nous, on voulait explorer, est-ce que c'est possible de comme déconstruire ça? Finalement, il y a eu un moment cirque, mais on a essayé que ce moment cirque, il soit comme amené de manière progressive, qu'il soit pas non plus le seul moment où est-ce qu'il y avait une corporalité circassienne. Hem, Fait que c'est ça, on a comme commencé à gratter la surface de ces questions-là, mais je dirais pas qu'on a trouvé des réponses. Je dirais qu'on a plus trouvé d'autres questions. Ouais. Parce que justement, Moi, je c'est. suis. Ouais. Ben, justement, juste Hein? pour bondir un peu sur le cirque qui, justement, c'est très numéro par numéro, comme tu dis. Fait que là, c'est le moment numéro jonglerie, le moment numéro. J'ai oublié le nom exact parce que tu utilises le cerceau, puis ça a un nom. La Roussire. Ouais, ça La s'appelle la rousse- roussire, ouais, la roussire. Fait que vous avez découvert que la raison, c'est parce que l'athlète ne peut pas toffer tout le show. C'est pour ça qu'il faut définir un moment précis. Ben, on le savait déjà. C'était en fait, on essayait de voir, OK, c'est tellement un happening, tu sais, c'est vraiment un événement, là, du cirque dans un contexte hors cirque. Mettons, du cirque dans un contexte de théâtre, fallait qu'on trouve comment l'amener comme il faut pour que ça se sente pas comme si c'était plugué là, qu'on sente pas que ça soit comme un espèce de «Hey, Erika, a sait faire ça», fait qu'on a voulu le mettre dans le spectacle, Ouais. tu sais? C'était là dès le début, le désir de faire: «OK, comment est-ce qu'on fait pour que ce numéro-là, il serve vraiment le personnage, il serve vraiment ça soit la seule manière qu'on puisse exprimer qu'est-ce qu'a vit cette fille-là dans le spectacle». Fait que c'était plus à ce niveau-là, pas niveau athlétique nécessairement, nous spécifiquement. J'ai dit ça,
par rapport à l'athlétisme, juste parce que c'est une des raisons pourquoi le code du numéro existe, je crois. Il y en a sûrement d'autres, là, mais je pense que c'est une des raisons. Puis là, nous, on voulait savoir, OK, en plus, dans un contexte où est-ce qu'on est, tu sais, le cirque va popper encore plus parce que c'est pas un contexte où est-ce qu'on s'attend à ce qu'il y ait du cirque nécessairement de la même manière à si, tu sais, si on va voir un spectacle spécifiquement pour ça. Comment ensuite on peut l'insérer d'une manière, ouais, qui est moins, un peu comme collée là, tu sais, puis qui est vraiment nécessaire à l'histoire. Moi, je serais curieux par rapport à ça, tu sais, ben là, en fait, par rapport à la présentation finale que tu as faite à l'école de cirque, moi, une chose que j'ai Oui. trouvée intéressante, c'est moi, je serais curieux d'apprendre un petit peu sur ton rapport avec la roue cire parce que, comme tu t'approches de la roue cire, puis on dirait que tu sais, on dirait que c'est un personnage, la roue. En tout cas, c'est comme ça, moi, je l'ai vu, mais tu sais, la manière que tu l'approches, que tu as des hésitations, tout ça, je serais curieux de comprendre un petit peu la manière que justement tu intègres un objet comme ça, qui est un partenaire de jeu, mais tu sais, comme tu lui donnes une espèce de vie. Donc, je serais curieux d'apprendre un petit peu ton rapport avec la roue cire, comme c'est quoi pour toi, puis c'est comment tu l'approches sur scène, en fait. Mmh. Puis comment ça a peut-être évolué aussi. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment une belle question. Je pense que pour les gens qui, sont pas nécessairement dans le milieu du cirque, une des belles choses à savoir, c'est que, tu sais, là, tantôt, on parlait de la création de numéros. Hem, ce code-là fait en sorte que dans le monde du cirque, il faut qu'on imagine un univers très concis, un peu comme un slam. Il faut que ça fitte dans un nombre de temps précis, puis il faut qu'on crée un monde, pour que le public puisse embarquer avec nous, sans que, on ait besoin de tout un spectacle pour échelonner notre univers artistique. En plus, ça dépend de chaque spectacle, mais ça peut arriver qu'on a juste comme une vitrine de 7 minutes pour être nous sur scène, puis faire en sorte que le public ressente quelque chose de nous. Donc, ça dépend des artistes nécessairement, mais je pense qu'il y a une tendance à vouloir développer, tu sais, OK, relationnellement, c'est quoi que je fais là avec mon appareil de cirque? Il y a nécessairement un besoin de créer un rapport avec l'appareil. Hem, pour moi, spécifiquement, heu, je pense que mon rapport avec la roue, bon, techniquement, si on parle en termes vraiment techniques, la roue cire, c'est un appareil qui, une fois, que je lui donne une énergie, c'est un objet qui continue à bouger même si je le lâche. Tu sais, au niveau, heu, tu sais, moteur là, du truc là, j'y donne un élan, elle va continuer. Donc moi, j'ai au travers, tu sais, au fur et à mesure, du développement de mon identité, de gestuelle et tout avec la roue cire, j'ai comme développé de plus en plus, le désir de démontrer ça, tu sais, puis aussi d'honorer le fait que c'est un peu un partnership, parce que oui, l'objet est statique sans moi, mais l'objet aussi, une fois que je lui donne, une certaine énergie, continue à exister, jusqu'à temps que la force motrice, heu, disparaisse là, de l'objet. Puis ça, je trouve que c'est super intéressant, puis qu'il y a plusieurs artistes de cirque aussi qui explorent un peu ces dimensions-là, dépendant de leur appareil, puis qu'est-ce qui est possible avec, leur appareil spécifique là. Mais je sais que c'est quand même, des dimensions qui se font explorer de diverses manières dans le monde du cirque. Et Mmh. comment tu t'évolues avec cet objet-là? Là, je comprends que ton rapport, mettons, émotionnel que tu essaies de transmettre au spectateur va s'améliorer ou tu vas trouver des nouvelles techniques, mais tu sais, côté ben, utilisation de l'appareil, une fois que tu peux-tu continuer à développer des techniques d'utilisation ou il y a... Ouais, Ouais, ben, en comment tu fait approfondis ce rapport-là, dans Ouais, le fond? C'est un peu ça. ouais. mmh Comment tu peux évoluer mh. après avoir atteint un certain plafond? Ouais, ben, en fait, tu sais,
Il y a toujours du vocabulaire technique de plus qu'on peut apprendre dans n'importe quel art. Tu sais, on peut toujours devenir plus technique, on peut toujours réussir des prouesses nouvelles, peu importe ce que ça veut dire, là, selon différentes formes d'art. Donc, il y a toujours cette porte-là de continuer à développer l'athlétisme, la difficulté des trucs, parce que le vocabulaire est large. Il y a aussi beaucoup, en tout cas, un essor à différents moments, ça dépend des disciplines qui deviennent un peu plus populaires ou pas dans les mouvances là, au cirque. On peut voir ça, tu sais, des fois, soudainement, il y a beaucoup de personnes qui se mettent à faire d'une discipline qui était pas nécessairement si populaire avant. Puis là, nécessairement, vu qu'il y a beaucoup de personnes qui font de la recherche, développent leur propre relation avec l'objet, ben là, ça développe de la nouvelle technique aussi. Personnellement, moi, ce que je fais, c'est que j'essaie de continuer. Moi, ce que j'aime, c'est faire de la recherche de gestuelle. Je dirais pas que je suis une technicienne comme d'autres artistes le sont. Chacun a un peu ses forces et ses champs d'intérêt. Pas que la technique m'intéresse pas, mais c'est pas, je dirais que c'est pas comme mon number one, mon numéro un Mmh. sur la liste. Pas ta Euh, priorité, mettons. oui, puis aussi, tu sais, ça demande une certaine témérité que moi, je sais que j'ai pas pour certains trucs qui sont une prise de risque plus élevée. Fait qu'en fait, moi, la recherche que je fais puis qui me permet de continuer à évoluer, c'est vraiment dans justement la différente recherche de mouvement avec l'objet, aussi, tu sais, il y a une grande richesse dans le fait de s'inspirer du travail des autres, puis d'entrer en contact avec d'autres par des Mmh. ateliers ou par donc je dirais que c'est ça la manière de continuer le rapport, puis qu'à un moment donné, on peut pas tout seul dans notre coin comme non plus évoluer sans fin. Fait qu'il y a comme Mmh. l'importance aussi de se nourrir soit de d'autres arts, de d'autres milieux comme moi je le fais, puis que je le ramène aussi par rapport au cirque, ou de d'autres disciplines de cirque qui il y a des gens qui sont bons en plusieurs choses, puis ensuite ils peuvent tout prendre de ce qu'ils apprennent au contact de certains appareils ou certaines disciplines de cirque pour ensuite les ramener puis bonifier mmh, Mmh. une discipline ou l'autre, tu sais, ouais. Mmh. Puis, là, on parle beaucoup du cirque, mais mais dernièrement, en parlant de cirque, tu as fait un post Facebook, en fait, où tu exprimais vraiment, c'était une espèce de réflexion quand même importante sur ta pratique, sur le milieu du cirque, tout ça. Mmh. Pourrais-tu peut-être vite, nous en parler un petit peu? Puis moi, je serais curieux de savoir comme qu'est-ce qui a changé entre parce que, tu sais, dans ta réflexion, tu parles de quand tu as commencé à voir ça comme un rêve, le cirque, tout ça. Puis comme qu'est-ce qui a fait qu'éventuellement, tu en es arrivé à cette réflexion-là? Peut-être si tu pouvais juste la résumer un peu, puis nous expliquer un petit peu le parcours de ta réflexion, si ça te va, là? Oui, tout à fait, en fait, la publication, décrivait un peu, le rapport, et à la fois très beau que, j'ai moi personnellement comme artiste de cirque avec le cirque, mais aussi le rapport un peu toxique qui peut exister à l'intérieur de ce milieu-là. Puis aussi, c'était comme une ouverture à la conversation parce que c'est pas des choses qui sont nécessairement beaucoup discutées, dans le milieu du cirque. On a tendance à beaucoup, parler de notre gratitude, immense de pouvoir faire ça, d'avoir, accès à ça, puis de pouvoir, tu sais, entre guillemets, «vivre ce rêve». Par contre, je trouve que le fait de d'en parler dans ces termes-là, ça efface un peu les complexités qu'il peut y avoir, puis ça romantise Mmh. encore une fois, tu sais, un peu les milieux artistiques comme ça nous arrive souvent de faire. Puis je trouve que c'est quand même important de venir parler des nuances. Tu sais, moi, je parlais dans cette publication-là du fait que je trouvais ça difficile qu'il y ait pas plus de conversation sur, hem,
c'est comment on prend soin de nous quand on se blesse, comment ça nous affecte vraiment profondément, le rapport à la productivité, aussi le rapport, tu sais, les dynamiques qui existent, les dynamiques racistes ou grossophobes ou homophobes et sexistes qui peuvent exister aussi dans notre milieu à l'image de la société. Là, on n'est pas un milieu îlot là, de ce qui se passe, tu sais. Donc, une publication qui invitait aux réflexions par rapport à ça, puis qui se terminait un peu sur la réflexion on peut aimer le cirque et s'aimer aussi, puis que ça devrait pas être un ou l'autre, puis qu'on devrait respecter, peut-être travailler à respecter un peu plus les différentes corporalités, les expériences vécues de chacun. Puis dans le fond, je trouvais ça important de parler de tout ça. Ça m'est venu un peu, c'était pas très réfléchi dans le sens que c'est des réflexions que j'ai depuis longtemps, mais je me disais pas: «Ah, je vais écrire ça depuis longtemps», comme un peu venu un soir. Puis, je pense que, tu sais, tu demandais Thomas qu'est-ce qui a changé entre, quand j'avais 16 ans puis là, maintenant, là, presque 10 ans plus tard. Ben, je pense qu'il y a le le contact très continu avec un art, le fait de le vivre quotidiennement, ça fait en sorte que, tu sais, ça peut pas rester dans cet idéal-là. Quand on est ado, on peut aussi très facilement idéaliser, tu sais, se projeter dans un lointain où est-ce que, hey, tout est parfait, c'est rose bonbon, c'est le rêve, vivre ça, puis éventuellement, ben, on rentre dedans, puis on se rend compte de certaines dynamiques qui aussi, en évoluant, on fait: «Ah ben, mes priorités changent» ou la manière d'interagir avec cet art-là même change, là, tu sais, Mmh. en étant artiste, je pense que ça serait vraiment comme inquiétant si on n'avait pas Ah ouais. d'évolution dans notre manière de notre rapport, tu sais? Donc ça, tu sais, quand tu te dis: «Ah, qu'est-ce qui s'est passé?» C'est plus que, tu sais, je suis j'ai évolué dans ce qui était important pour moi. J'ai aussi constaté que le cirque nourrissait pas, comme j'ai dit tantôt, chacune des facettes qui sont Mmh. importantes pour moi. Donc, de me rendre compte de ça, ça m'a aussi permis d'être peut-être un petit peu plus d'avoir un pas de recul, puis de vouloir, ouvrir cette conversation-là en disant: «Ah, tu sais, comme on a beaucoup de travail à faire aussi, puis prenons soin de nous». Mmh. Mmh. Et moi, en lisant ta réflexion, je me suis demandé, puis c'est la question que je me suis demandé, je me dis: «Est-ce qu'il y a une place pour la vulnérabilité dans le cirque, en fait?» Tu sais, parce que, c'est ça, tu parles, tu sais, justement des blessures, tu parles aussi des tu sais, que ça semble un peu restreint avec les tu sais, justement, tu parlais de, bon, le grossophobie ou des choses comme ça. Je me disais: «Est-ce qu'il y a une place pour une certaine vulnérabilité dans le cirque ou c'est très rigide ou c'est» tu sais, moi, je sais pas, je pratique pas ça, mais on dirait moi, je le sentais comme un cri du cœur pour qu'il y ait une place à cette vulnérabilité-là. C'est un peu comme ça que je l'ai pris. Mmh. Ben, tu sais, je pense que dans tous les milieux artistiques, il va y avoir des créneaux, où est-ce que ces explorations-là se font, existent, sont revendiquées, puis des créneaux où est-ce que ça l'est moins. Donc, tu sais, moi, je pourrais pas dire que ça existe pas, là, dans le milieu du cirque, loin de là. Je pense qu'il y a comme une grande vulnérabilité face à la prise de risque, certainement. Puis, tu sais, il y a comme une confiance physique qu'on retrouve vraiment, pas dans d'autres milieux, vraiment, tu sais, le fait de mettre sa vie entre les mains de quelqu'un d'autre. Il y a comme tu sais, on parle souvent de cette grande confiance-là qu'on a en nous. C'est intéressant, parce que l'autre jour, je parlais avec, des amis qui sont aussi artistes de cirque, puis on parlait de à quel point c'est tellement particulier parce qu'on peut mettre notre vie dans les mains de quelqu'un, mais ensuite se rendre compte qu'on n'a pas vraiment rien à dire à cette personne-là. Tu sais, c'est pas tu sais, c'est comme Ouais. s'il fallait que je l'appelle pour dire: «Hey, là, genre, je m'effondre un peu psychologiquement présentement», je le ferais pas, mais s'il faut qu'il m'empêche de tomber sa tête, entièrement, je fais confiance, tu sais. Donc C'est vrai. c'est comme, on a nommé un peu cette dualité-là qui j'avais pas nommé comme ça, jamais là, fait que je vous partage la réflexion que, tu sais, c'est ça, c'est des Ouais. conversations qui sont vraiment intéressantes à avoir, mais certainement il y a une place à la vulnérabilité. Je pense par contre qu'il devrait y en avoir plus puis qu'elle devrait être, ça devrait être une définition qu'on comprend comme étant beaucoup plus vaste qu'elle est là présentement.
Mmh. Super intéressant. Puis, Vas-y, si parce vas-y. que moi, j'allais changer un petit peu de sujet, mais vas-y, continue si Oui, oui, oui. Ah, Non, bon, non, non, ben, vas-y. moi, c'est juste parce que t'as mentionné deux choses, puis j'aimerais t'entendre là-dessus. Tu disais que avant que tu choisisses le cirque comme médium pour artistique, tu mangeais beaucoup de la scène. Euh, Sûrement parce que tu devais aimer le rapport aussi avec le spectateur, tout ça. Puis qu'est-ce que le cirque t'amène que le slam, par exemple, t'apporte pas ou la chanson, parce qu'il doit y avoir une certaine réponse qui te nourrit d'une façon que nous, on connaît pas encore, sûrement. Ouais, ben, j'ai comme envie un peu de flipper ta question pour te dire qu'est-ce que le slam m'amène que le cirque m'amène pas. Ah ouais, Mettons, ouais, vas-y donc. euh, il y a comme une certaine chaleur, un contact plus direct, euh, une atteinte là, plus viscérale des fois à l'humanité des spectateurs dans le slam pour moi. Parce que vu qu'on utilise la langue qui est pas qui est un quelque chose avec qui tout le monde a un rapport. Peu importe, tu sais, tout le monde a un rapport avec la langue. Pas tout le monde a un rapport avec l'athlétisme et tout et tout. Tout le monde a un rapport personnel avec la langue. Fait que le slam, je trouve, amène une proximité dans euh, le comme ah ben euh, je suis toi, tu es moi un petit peu, puis voici, je te présente mon univers pour que tu puisses t'y retrouver un petit peu. Le cirque, en fait, ce qui est vraiment thrillant, c'est que les gens, ils sont émus de la capacité euh, à créer des histoires, des moments de légèreté, des moments tu sais, de grâce ou de tension avec le corps. Donc, c'est sûr que c'est pas du tout le même rapport. Il y a pas la même vulnérabilité. Il y a une vulnérabilité égale dans les deux, mais elle a pas le même visage. En tout cas, dans mon expérience. Puis par rapport à mettons la chanson, tu sais, je te dirais Thomas là, par rapport à un slam, là, c'est beaucoup plus facile pour moi de livrer un slam que de chanter. Il y a une vulnérabilité amplifiée dans la chanson, qui est de porter une mélodie. Tout le stress transparaît comme de même. Ouais. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en naviguant toutes ces différentes plateformes-là, j'ai pu développer des manières de gérer mon stress ou gérer ma vulnérabilité ou mettre de l'avant certaines choses qui sont spécifiques à chacun, mais aussi qui nourrissent les autres. Si, mettons, je parle de mon expérience de slammeuse, ce qu'on me dit souvent, c'est que wow, t'es donc bien incarné corporel sur Mhm, scène quand tu slams. Puis je pense que ça, je pourrais pas l'être si j'avais pas autant un rapport scénique avec mon corps, par exemple. mhm, Tandis que dans le cirque ou le milieu, c'est vraiment plus physique, ben, les gens peut-être peuvent me dire: «Ah, tu sais, tu vraiment comme un accès à ta vulnérabilité, on te sent vraiment présente». Heu, Puis ça, c'est quelque chose qui est nourri par le cirque, par le slam, par la poésie orale aussi. Tu sais, tout ça mhm. se contamine positivement, là, voilà. Je suis curieux de savoir, bon, ça, je sors un peu de la question, mais parce que c'est un peu ça le podcast aussi. T'as-tu eu des erreurs que tu as vécues sur scène ou des choses? Parce qu'on parle un peu de vulnérabilité, on parle Ouais. de rapport avec spectateurs, spectatrices. Donc, y a-tu eu des moments que tu as vécu, tu sais, des débarques là, de scène, là, tu sais? Ouais, ben, c'est vraiment intéressant parce que, mettons, je peux vraiment te décrire des moments où est-ce que j'ai littéralement piqué des débarques, là, comme Ouais, physiquement, à ouais. cause du fait de faire du cirque, là. Tu sais, si Ouais. je pense à une performance de mon premier contrat professionnel, c'était l'été, tu sais, c'était un horaire de fou. On faisait 3-4 shows par jour de comme 30 minutes. C'était aux États-Unis dans
dans un parc d'attractions. Donc c'était comme une job, tu sais, un premier contact avec, le la scène professionnelle. Puis, je pense que c'était comme le troisième spectacle de la journée, l'avant-dernier peut-être, il faisait super chaud, puis j'ai littéralement genre je suis tombée, mais dans tous mes trucs. Mettons que j'avais comme 10 trucs dans mon numéro, mais genre je suis pas juste ratée, j'ai genre tombé comme sur le cul dans chacun, sur les genoux, tu sais, tout raté, que je ratais jamais, là, c'était honteux, là. J'ai pleuré après, là, j'étais comme: «Oh mon Dieu, je suis vraiment genre pas une artiste». Mais T'as-tu tu sais, réussi à je me suis relevée, j'ai fait le 4e show, ça a bien été, tu sais, dans le monde du cirque, à cause de la prise de risque, on le sait, là, que, tu sais, c'est sûr, là, qu'on va rater à un moment donné, mais que ça va vouloir dire on rate un truc. Fait que Mmh. c'est ce que tu sais, puis il y a certaines disciplines où est-ce que quand tu rates, tu te pètes plus la gueule que d'autres, là. Mais ouais, fait que ça, mettons, pour comme répondre à ta question, est-ce que tu as déjà pris une débarque de scène? Littéralement. Littéralement tombée en bas de la scène, là, mais quand même, relativement tombée beaucoup, certainement. Sinon, au niveau d'une prise de débarque comme plus, tu sais, le fait de comme lancer une proposition puis que ça soit pas bien reçu, je dirais pas que ça m'est arrivé là, de manière, majeure. Tu sais, je me rappelle, d'avoir, fait, certains moments où est-ce que je chantais ou quoi que ce soit puis que ça se passait moins bien que mais jamais vraiment, j'ai pas encore vécu. Je pense que ça va arriver sûrement ou en tout cas si je continue à vouloir prendre des risques là. J'ai jamais vécu, tu sais, de offrir une proposition puis que ça soit vraiment mal reçu. Hem, j'ai vécu à un moment donné, dans une présentation, des étudiants à l'école de cirque pour, leurs parents, puis, tu sais, comme les présentations publiques, on les appelle. J'ai une amie à moi qui m'avait demandé, de l'accompagner, par un slam. Elle faisait un numéro de sang en même temps que moi je slamais au début. Puis, son numéro, était tu sais, traitait vraiment de la culture du viol et tout. Puis elle m'a demandé, de livrer un de mes textes par rapport à ça. Donc c'est ça que j'ai fait, mais, le public, je pense qu'il y a certaines personnes qui se sont levées, ils sont partis parce qu'ils trouvaient ça choquant que, les propos que je pouvais avoir ou, c'est le fait de parler de ça sur un événement, de cirque ou quoi que ce soit. Je dirais pas que c'est piqué une débarque, là. Genre, moi, je me Non. suis dit: «Bon, ben, s'ils sont Ouais, partis, c'est c'est ça. parce que, il y avait quelque chose qui les a rendus inconfortables, puis il faut peut-être qu'ils investiguent là-dessus», là, mais, Ouais, Ouais, c'est plus ceux qui ont pris la débarque, je pense. ouais. ouais, c'est ça. Mais sinon, ouais, tu sais, je dirais pas, des réelles débarques, là, de me dire: «OK, là, genre, faut vraiment que je repense mes affaires» ou il faut comme que j'accepte que ça soit pas bien reçu, mes affaires, là. Mmh. Puis moi, j'aimerais savoir, c'est quoi justement, ton rapport avec le spectateur? Comment tu le perçois quand tu montes sur scène, autant pour slammer que sur le cirque? Est-ce que tu as un minding différent pour les différents arts ou tu as un minding spécifique? Parce que comme on dit que tu es incarné, fait que tu dois arriver avec je sais pas, une prestance, une façon de voir le spectateur, puis tu rentres, puis you go with the flow, là. Ouais, ben, en fait, c'est intéressant, tu sais, à date, là, je dirais que la seule vraiment la le seul projet qui était profondément multi que j'ai fait, c'était vraiment Untouched Land, alias Toi puis ta solitude en sachet déshydraté. Puis, ça, c'était vraiment une expérience particulière parce qu'il fallait que je gère tous mes rapports avec le public de mes différentes manières d'être sur scène, de différents arts, mais comme dans le même show. Fait que ça, c'était comme un peu vertigineux, puis j'ai hâte de pouvoir revivre ça parce qu'il fallait comme que je gère, OK, là, j'ai le stress d'aller, faire quelque chose de physique, il faut que je me concentre. Puis là, mais présentement, il faut comme que je gère ma vulnérabilité, puis là, mon stress de livrer au public, un texte, où est-ce que, je suis très,
à fleur de peau et Ah visible et ouais. vulnérable. En même temps, ensuite devoir prendre ma guitare, pas rater mes notes et chanter et être, tu sais, fait que ça, c'était intéressant, cette expérience-là. Je pense que dans tous les cas, je dirais que j'ai une profonde gratitude, heu, de pouvoir partager avec le public. Heu, je pense spécifiquement, ça je le ressens encore plus vivement quand je fais du slam, probablement aussi à cause de souvent la proximité des événements. Hem, Aussi, vu que c'est livré par la parole, il y a vraiment un contact visuel qui peut être continu que, par exemple, dans le cirque où est-ce que, c'est il se passe plein d'affaires. Puis oui, des fois, tu te livres au public, mais tu es concentré sur le fait de bien exécuter les choses là, pour être capable de réussir là, ce que tu as à faire. Tandis qu'avec le slam, je peux sentir peut-être un plus grand laisser-aller pour connecter avec le public dans ma vulnérabilité. Tu sais, Thomas, tu m'as déjà vu slammer, ça peut m'arriver de devenir super émotive ou comme vraiment à fleur de peau. Puis ça m'est jamais arrivé dans le cirque parce que d'une certaine manière, il faut un peu que je me coupe de ça pour rester comme bien focus, tu sais. Donc c'est sûr que l'accès au public, je dirais, est amplifié un petit peu, dans le slam ou, en tout cas, j'ai moins, expérimenté ça, ou comme vécu ça avec le cirque. Quoique, il y a comme un plaisir vraiment immense à performer, à faire, la roue cirque. Puis, tu sais, les moments de grâce, les plus beaux moments de grâce que j'ai eus en cirque, c'est quand moi, je connectais vraiment beaucoup avec mon plaisir d'être là, de faire ce que je faisais, Mmh. puis le plaisir de l'offrir aussi vraiment, tu sais, donc je dirais, il y a comme une une gratitude puis, le désir d'offrir ce que je peux, tu sais, puis d'avoir la confiance d'être reçu, je pense aussi. Ça, c'est important. Mais, est-ce que, dans le cirque, comme tu es tellement concentré dans les mouvements et l'exécution, est-ce que tu as le temps de vivre, heu, les réactions des spectateurs? Heu, Certainement, tu sais, je pense que la chose qui peut arriver avec le cirque, c'est qu'une fois que tu sais, tu as confiance, il faut que tu focuses pour faire tes choses, mais tu as confiance en tes capacités de le faire, là, aussi, tu sais, ça reste pas tout le temps au même niveau de difficulté. À un moment donné, Mmh. tu sais ce que tu as à faire, puis tu l'exécutes. Puis c'est là qu'il y a quand même la liberté de recevoir la réaction du public. Tu sais, faut faut vraiment, je sais pas si vous avez déjà vu des shows de cirque, mais souvent, il y a comme un rapport avec l'intervention, l'applaudissement, qui est beaucoup plus actif que dans d'autres milieux parce qu'il y a comme la prouesse athlétique. Mmh. Donc les gens, ils veulent applaudir quand Mmh. ils voient quelque chose qui les impressionne. Puis des fois, dans des numéros où est-ce que, c'est moins bâti pour créer ça, là, parce que c'est ça qui se passe aussi, c'est qu'on peut dire: «OK, là, j'ai bâti mon numéro, je sais que là, les gens, ils vont applaudir» parce que je peux prévoir comment le public reçoit mon ma proposition. Mais des fois, mettons, avoir monté des numéros qui sont moins axés sur justement, le fait de présenter peut-être un moment où applaudir, on sent que des fois le public, il sait comme pas, parce qu'il veut vraiment applaudir, mais il Mmh. sent, heu, fait que là, ça, c'est vraiment intéressant de Il jouer veut avec comme pas te ça. déranger, mais en même temps, il veut s'exprimer. Oui, exact, Mmh. exact. Donc des fois, tu sais, dans certains contextes, selon, tu sais, où on performe ou pour quel genre de spectacle, quelle compagnie, la clientèle, on va nous dire: «OK, ben, tu sais, là, il faut mettre un petit peu plus de l'avant les trucs, faut laisser respirer pour que les gens, ils se sentent comme: «OK, je peux applaudir maintenant, puis je Mmh. peux montrer mon engagement». Puis tu sais, inversement, ça peut être vraiment intéressant aussi d'essayer de sortir, le cirque un peu de cette contrainte-là, puis voir l'explorer, tu sais, un peu plus comme, par exemple, tu sais, une pièce de danse ou quelque chose comme ça, où est-ce qu'on est engagé, mais on n'est pas obligé de montrer, qu'on a perçu l'effort, tu sais, avec un applaudissement. On est juste comme présent là, happé par la proposition.
Hmm. Je vais montrer un extrait de slam que tu as fait, Ouais. parce que Oh mon ça va Dieu, vite. lequel? Ah, lui que je vous ai envoyé. Ben oui, 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 Ouais, celui que tu nous as ben envoyé. lui, J'ai lui, il a essayé fait d'en sa. trouver. Ben non, mais on va prendre lui, le dernier, là, le dernier que tu as fait en OK. live, là. Fait Puis, qu'on va montrer Je dans pensais que... un vidéo live. Oui, C'est c'est vraiment ça, génial. exact. Oui. Tu sais, quand c'est rendu ça, les références qu'on a, c'est que ça fait peut-être longtemps qu'on est en confinement. T'es là avec tes poumons marécage. L'orage a laissé des marques dans tes yeux. Il y a comme un goût de rage qui vit sur le creux de ta langue. Ça goûte la pâte à dents aux cerises dégueulasses chez le dentiste. Justement, tu voudrais que l'hygiéniste te drille des plombages dans le creux de tes mains tristes pour qu'au moins tu puisses avoir des pouvoirs de Dragon Ball pour péter les caméras des touristes venus quêter les cartes de Pokémon dans le kiosque de ta bouche, ceux qui touchent tes parcs nationaux de leurs doigts humides, qui éclaboussent leur Pepsi partout sur ta détresse acide. Aujourd'hui, ton corps est une cartouche vide. Pikachu is dead, puis le courant passe juste plus. En gros, tu te sens un peu comme de la marde. Tu regardes des séries de drag queens sur Netflix en te disant que tous ces gars-là sont bien plus chicks que toi. Aujourd'hui, tu ne crois plus au Père Noël. Tu te sens plus comme un motel en faillite à quelque part sur la 138. Mais comme toujours, tu t'écœures à force de mariner dans ta tristesse liquide. Tu veux recoloniser d'amour ton corps apatride. Fait que tu sors le peroxyde pour te reteindre une armure de grand rorcal. Puis tu fais exploser le bocal. Tu dévoiles tes yeux de leur burqa opaque. Tu te désinfectes le regard dans les craques du ciel. L'oxygène appelle son bon chum Monsieur Net. Puis à eux deux, ça passe 3-4 Swiffers sur les parois rocailleuses de tes poumons de plastique pour chasser les motons de mucus qui s'écrasent entre tes briques thoraciques. Puis tu cherches des petites phrases inspirantes sur Internet pour les écrire en fluo sur le dedans de tes paupières. Tu trouves une playlist de souvenirs beaux que tu insères dans le VHS de ta mémoire pour revoir des paysages, des gens, des parties de toi qui shine, des parties qui valent la peine, qui baignent dans ton jacuzzi de glitter que tu oublies quand tu es trop occupé à te passer le cœur au blender. Puis tu payes 5 piastres et demi pour une boîte de clémentines. Tu comptes toutes les manger une par une. Tu es sanguine, splendide et abyssale. Tu t'épluches la peau comme on décape un vieux banc d'église en lâchant un cri de cathédrale dans le parking, tout le lait et le beau qui se french dans la moelle de tes os. Tu dévores le fruit, ton cœur épluché, ça goûte bon. Ça goûte le son de toi qui respire encore. Merci. Oh! Hey, moi, je suis curieux de savoir. Ça fait longtemps que je me pose la question. C'est quoi tes. Non, mais non, mais c'est quoi un peu. Comme il y a plein d'affaires. C'est quoi tes inspirations pour l'écriture? Est-ce que tu as des poètes que tu aimes plus que d'autres ou des. Puis, c'est quoi un peu ton procédé d'écriture? Y a-tu. Parce que, tu sais, je trouve tellement que quand tu nous livres tes textes, t'as une espèce d'énergie de tu sais, tu comme une espèce de flow ininterrompu, tu amènes les images une après tu sais, est-ce que je suis curieux de savoir un petit peu, c'est quoi tes inspirations? C'est quoi ton vite, vite, ton approche de l'écriture? Est-ce que ton expérience de la scène ou du cirque, influence ou peut-être ça influence pas du tout ton écriture? Je suis curieux de t'entendre, là-dessus. Ouais, L'enfer de ben, réponse. enfin avoir la réponse. Hey, ça fait longtemps qu'on se connaît quand même, là. Ouais. Ben, en fait, les poètes que j'aime beaucoup, c'est des poètes qui, comme on peut sûrement le deviner de mon écriture, c'est les poètes qui sont des poètes des images. Mmh. Tu sais, je dirais que j'ai tellement eu une immense opportunité de pouvoir,
travaillé avec Marie-André Gill pour un mentorat avec Première Ovation Art littéraire. Puis avant et pendant et après, là, je triple sur son monde, son univers. Il y a comme vraiment une chose dans le banal qui est tellement magnifiée, qui est pris pour elle fait du beau avec rien, là. Tu sais, c'est vraiment quelque chose que j'admire énormément. Tu sais, je dirais pas que tu sais, j'ai plein de poètes que j'apprécie beaucoup. Tu sais, j'ai des recueils que j'ai beaucoup aimés. Et Expo Habitat de Marie-Hélène Voyer, j'ai trouvé ça excellent. J'ai beaucoup aimé La dévoration des filles de Catherine Lalonde. Tu sais, c'est vraiment dans la fable poétique, ce que je trouve qui est vraiment aussi. Tu sais, je pense que j'aime ça, la création des mondes. Euh, des gens qui ont un univers super distinct. Euh, Moi, dans mon processus d'écriture, c'est différent si j'écris un poème ou un slam. Ça, c'est super différent. Un poème, il y a pas la même... euh, un slam, vu que je sais que c'est une forme plus longue qu'un poème, souvent, il faut comme que je pogne initialement, il faut comme que je pogne un élan dans quelque chose, même si j'écris pas le slam au complet, puis que je le réécris, puis que je change presque tout, ce que j'ai écrit initialement, il faut comme, tu sais, faut comme que j'ouvre la porte là à cette abondance là. Puis ensuite, je fais un gros travail de réécriture, je fais un gros travail de phonétique, puis euh, tu sais, rime non, là, parce que j'écris pas en vers, mais tu sais, quand j'écris mon premier jet de slam, j'ai pas nécessairement l'oralité en tête. Ça reste que c'est super oral, mais après, je viens le repeaufiner pour qu'il soit vraiment plaisant pour l'oreille, que les choses s'emboîtent bien. Euh, mais oui, il faut qu'il y ait comme tu sais, tu dis, là, il y a comme un flow continu, mais il y a comme aussi, il faut qu'il y ait cet élan-là. Je peux pas écrire un slam phrase par phrase. Faut comme que le désir initial de c'est quoi ce sujet-là, que souvent je sais pas sur quoi je vais écrire avant d'écrire. Euh, il faut comme, des fois oui, là, un petit peu, mais souvent c'est comme vraiment me brancher sur une sensation plus qu'un sujet, tu sais, puis là, s'il y a quelque chose qui émerge, euh, tu sais, on a tous un peu nos thèmes récurrents, là, mais ouais, donc je dirais, puis pour un poème, ben là, je peux me permettre de comme plus, ça peut être plus lent. Des fois, ça s'écrit tout seul, mais des fois aussi comme je marine, comme je m'assois là, puis je me dis ah, phrase par phrase, tu sais, parce que la chute arrive beaucoup plus vite, puis tu sais, le monde est tellement plus petit que il y a comme, on dirait que je me permets de plus prendre le temps de le déposer, puis aussi, euh, je sais que je vais pas le livrer de la même manière, donc euh, ouais, je dirais, je sais pas si ça répond à ta question. À quel moment il s'inscrit dans ton corps? Tu sais, cette espèce d'élan-là là, dont tu parles, tu sais, je comprends, il part de l'écriture. Puis à quel moment, j'imagine, quand tu le travailles, euh, est-ce que c'est juste au moment où tu arrives sur scène ou il y a comme un moment où le texte devient comme grandé dans le corps? Tu sais, que le texte n'est plus juste un texte, que le texte, tu comprends ce que je Ouais, veux dire? ouais. Le texte est total. Ouais, ouais, Tu sais. ouais. Ben, quand je réécris, je lis beaucoup à haute voix, mon Ouais. texte. Oui. Euh, puis là, quand j'accroche sur quelque chose, ah, non, ça, j'aime pas ça. Puis là, je change. Puis là, plus en plus, il devient comme bien imbriqué ensemble. Plus en plus, le beat, pas le beat, là, parce que pour ceux qui m'ont pas entendu slammer, c'est pas un slam qui a comme un beat comme on l'entend, là. C'est vraiment plus Non, mais il y a un il rythme y a un rythme, intérieur. il y a une rythme, ouais, il y a définitivement un aspect rythmique par le souffle aussi, quand je respire, puis tout. Mais ça, c'est comme, ça vient avec le fait que quand je le dis de plus en plus, puis aussi, moi, j'aime beaucoup apprendre mes textes par cœur.
une fois que je me mets à les apprendre par cœur, je les travaille avant. Souvent, je les dis dans ma douche. Euh, Mm. puis, puis quand je fais ça, j'établis un petit peu, tu sais, les phrases, des fois, il faut qu'ils soient découpés rythmiquement pour fonctionner. Tu sais, je fais pas juste lire comme si je lisais mon texte. Puis là, quand la rythmique s'installe dans ma mémorisation, là, ça devient super corporel parce que c'est comme si le plus que je le connais, tu sais, ça devient comme c'est plus comme réfléchi, ah, c'est quoi la phrase qui vient après. Tout devient comme très familier dans la manière de dire le texte, puis là, je peux vraiment me faire du fun dans comme mon intention avec, puis dans ouais, c'est ça. Là, ça devient vraiment amusant parce que là, ça devient une matière malléable, là. Vraiment. Mm. Puisqu'à force Merci. de répéter un slam devant le public, est-ce que tes intentions changent selon les réactions ou souvent ce que tu pratiques finit par être ancré un peu? Il y a définitivement quelque chose qui devient un peu ancré, juste de par tu sais, il y a comme des choses ce que les mots, ce que j'ai écrit me font. Oui, ça peut varier, mais tu sais, l'intention du texte va quand même rester le même avec certaines petites nuances. Euh, Puis sinon, ben, je sur scène, une fois que je me mets à interpréter mes textes sur scène, j'aime pas beaucoup ça refaire souvent les mêmes textes Ok. sur scène. Euh, Tu sais, je vais les refaire, mettons, peut-être à l'intérieur une même saison, là, si c'est quand ça m'est arrivé d'aller au Grand Slam, ben là, je vais reprendre mes slams de la saison. Mais j'aime pas vraiment. Moi, personnellement, puis c'est vraiment purement personnel, là, je trouve que c'est un peu de revenir de fois en fois avec souvent les mêmes textes. Il y a quelque chose là-dedans que je me dis, ah, ben, je réactualise pas vraiment ma parole. Puis même si j'ai écrit des textes qui, oui, j'aime encore, ça reste qu'il y a des choses que, tu sais, qui sont plus comment je les écrirais là, c'est pas nécessairement la manière que j'aborderais ces sujets-là. Donc, Mm. il y a comme ouais, une sensation d'un peu comme de pas être tout à fait authentique en revenant avec des vieux textes. Donc, tu sais, je dirais que mes intentions, oui, ils peuvent changer, mais tu sais, je fais pas mes textes trop souvent pour que là, finalement, il y a comme ils deviennent trop ancrés, je dirais. Puis comment tu as trouvé ça, le faire sur Internet, sur Zoom? Ben, C'était c'était cool. C'est sûr, ben, tu sais, c'était cool l'opportunité de pouvoir partager ça. Puis je sais que tu sais, j'étais super reconnaissante à Slammies du Québec là, de m'inviter. Ça a été vraiment une belle soirée. C'est sûr qu'il y a pas l'électricité corporelle qui vient d'être en présence, tu sais, de Ouais, d'autres personnes. cette proximité que tu Le parlais du début, contact là. visuel. Ouais. Ouais, la proximité, la sensation de la respiration, les réactions minimes qu'on peut entendre, euh, même, tu sais, le contact visuel, là, c'est super important pour moi. Puis le fait d'être debout, comme là, j'étais assise là, quand j'ai slamé, puis moi, genre, je bouge vraiment beaucoup là, quand je slame. Fait que tu sais, c'était différent, là. On le voit dans le vidéo, là, je gesticule beaucoup, mais tu sais, d'habitude, là, je suis comme dans mes genoux, puis tu sais, je suis proche vraiment proche du monde de cette manière-là. Tu sais, je pense que c'est ça aussi qui les gens se souviennent de moi, c'est que tu sais, vraiment, genre, je leur donne pas le choix là, d'être là avec moi parce que moi, je suis tellement là. Puis ça, ben, ça peut juste moins, c'est juste moins possible avec un écran juste de par la nature même du truc. Fait que c'est ça, c'est sûr que c'est pas pareil, mais je l'ai pas perçu comme étant une comparaison. J'ai juste vécu ça comme étant un autre, tu sais, un autre médium là, où m'exprimer. Ouais. Puis moi, avant d'aller au Mm. défi, parce que c'est bientôt le temps Oui, de, on de est te pas mal proposer. rendu.
Mais j'ai juste une dernière question parce que durant la discussion, il y a eu beaucoup euh, du, euh, du rappel à la vulnérabilité, voyons. Mhm. Bref, dans les différents médiums que tu utilises, les disciplines artistiques. Puis là, tu parlais aussi que quand tu as fait le défi de stand-up, ça a été la chose la plus terrifiante et la plus difficile. Est-ce que J'ai peut-être exagéré un peu, mais est-ce que je pose la question, est-ce que c'est parce que il n'y a pas eu cette vulnérabilité-là? Est-ce que tu as moins été capable d'aller chercher cette capacité-là que tu peux avec les autres? mais c'était vulnérable, mais complètement différemment, là, vouloir faire rire les gens, comme il y a comme une possibilité tu sais, du refus total de rire de la part des gens parce qu'ils Ouais, trouvent pas ça drôle. Fait que, tu sais, ouais, tantôt, quand on disait être accueilli par le public, là, ouais. moi, là, je fais confiance absolument en ça, mais dans le stand-up, il faut comme que tu te prouves vraiment plus d'une autre manière. C'est ça que j'ai Ouais, perçu ok. de ma brève expérience de stand-up. Pas que je vais faire un constat comme si je n'y connaissais pas bien, là. Ouais, Mais moi, j'ai vécu ça de même, tu sais, fait que quand tu dis parce qu'il y avait pas de vulnérabilité, au contraire, moi, je trouvais que la vulnérabilité était accrue, mais pas de la ok, même ouais. manière. Ouais. Comme si, ouais, il fallait comme que je prouve que j'étais là. Puis en plus, tu sais, qu'est-ce qui est drôle, c'est qu'il y a tellement le stéréotype que les femmes, c'est pas drôle. Puis là, moi, je me disais, oh mon Dieu, je vais faire une mauvaise réputation aux femmes qui sont Mm, hilarantes, tu sais. Et là, je me disais, il faut que je sois drôle. Il faut que je sois drôle. ok. Euh, mais tu sais, c'était vraiment une belle expérience là, parce que les gens étaient super généreux. De un, c'était un petit public, ça aide. Puis tu sais, je pense que autant les humoristes qui étaient présents, tu sais, ils se sentaient aussi, tu sais, vraiment petits dans leur culotte d'aller faire des slams puis être vulnérables d'une autre Ouais, manière. ouais, ouais. Que, tu sais, il y avait une appréciation là, pour le fait qu'on se trempe les pieds dans l'univers de l'autre. Euh, mais ouais, c'est ça qui m'a fait peur, c'est le fait de... J'ai l'impression qu'avec l'humour, la vulnérabilité se montre d'une différente manière. Tandis que si moi j'arrive sur scène puis que je suis juste comme super vulnérable d'une manière qui est confortable pour moi, je sais que les gens ils vont en être reconnaissants parce que on n'a pas beaucoup accès à la vulnérabilité en public dans Mm, notre société. mm, Mais avec l'humour, c'est pas le même genre, donc il y a moins la sécurité pour moi de me dire, OK, peu importe si ça va mal, les gens, ils vont quand même apprécier que je me sois livrée, tu sais. mm. Euh, c'est pour ça que je disais que c'était une des expériences les plus terrifiantes. Ok. Mais justement, tu as fait un Ben défi écoute, avec le langue à langue, puis il y en a un autre ici. Oui, c'est ça. mais celui-là, il va être un peu moins peurant. Oui. C'est plus un défi conceptuel. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'à partir du bagage, c'est un peu là-dessus aussi qu'on va clore, à partir de ton bagage là, d'artiste, Mhm. on va te, on va te demander, on va te proposer une nouvelle discipline ou une variante d'une discipline. Puis tu nous expliques un petit peu comme si, du jour au lendemain, à partir du bagage que tu as, comment tu aborderais cette discipline-là. Donc, on fait juste en jaser, là. Tu pas à faire quelque chose. Euh, donc, la discipline, en fait, qu'on te proposerait, tu en as probablement déjà fait un petit peu de ça, mais OK, mettons, du jour au lendemain, tu deviens marionnettiste. OK. Là, je suis curieux de savoir comment tu aborderais la marionnette, l'objet marionnette. Puis, tu sais, puis quel type de marionnette? Tu sais, on peut aller genre de la marionnette tu sais, grandeur humaine, style Bunraku, ou même la petite marionnette à gaine. Donc, comment t'approcherais la marionnette? À quoi ressemblait ta nouvelle carrière en Mm. marionnette? Mais là, dans le fond, la question, est-ce que si j'ai déjà créé des marionnettes puis il faut que je me produise en spectacle ou c'est comme là, genre, j'approche même la confection de la Ouais. marionnette? Ouais. Demain. Là, tu le prends dans le sens que tu veux. Mettons, à partir de demain, tu te startes une carrière de marionnette. OK. Vite comme ça, comment tu aborderais ça artistiquement? Ouais. À quoi t'aimerais que ça ressemble? Ah, ça, c'est Comment tu fun. aborderais la marionnette à partir de ce que tu es comme artiste? OK. Je pense que ce serait full important pour moi euh, d'élaborer des marionnettes qui s'inscrivent dans un univers
poétique et ludique. Donc, je pense que je créerais des marionnettes qui sont peut-être pas genre des marionnettes comme qui reproduisent un humain. Tu sais, ça serait probablement plus des bêtes fantastiques ou des, tu sais, qui seraient des objets comme qui ont un espèce de d'aura poétique juste à les Mhm. regarder, je crois. Mhm. Ensuite, enfin, je m'y connais vraiment pas en marionnettes, mais je pense que il faudrait certainement apprendre à les manipuler. Je pense que je ferais des grandes marionnettes, soit comme, euh, je connais pas non plus beaucoup les catégories de marionnettes, là, mais tu sais, mettons les marionnettes un peu, que c'est comme presque sur des roues, tu sais, ça peut devenir comme vraiment, tu sais, une entité à part entière, que tu es à l'intérieur, OK. puis tu le OK, manipules. fait que vraiment des constructions de Ouais, des marionnettes, grandes là. marionnettes, je pense. C'est ça qui me parle dans les médias. OK. OK. Euh, puis, ben après, ben je pense que ça serait vraiment intéressant de créer des mondes où est-ce que ces marionnettes-là peuvent interagir avec d'autres artistes, euh, Mhm. des danseurs ou des circassiens, justement, parce Fait que là, même le multi, ta dimension multi se retrouverait que là-dedans. oui, 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 certainement. Je pense pas que je serais capable de l'explorer sans penser à ces possibles-là. Euh, ouais, donc Mais c'est vrai que ça fait j'imagine. c'est vrai que ça fait un clash, puis c'est quelque chose qui est peu vu mélanger justement la marionnette plus géante avec des artistes de cirque ou des trucs comme ça, qui justement, je trouve que juste la proposition me donne le goût de voir ça. Ouais, ouais, Là, ben, je suis déjà vendu. ah yes! Mais il y a comme, tu sais, si je pense à, j'ai comme un esthétique en tête, là, je sais pas si tu le connais, Thomas, mais il y a James Thierry qui fait un peu ce genre de travail-là. Je connais Parce pas. qu'il utilise, là, des grandes, grandes marionnettes, là, un peu Ah ouais, j'allais voir. fantasques. Puis ensuite, OK. ouais, c'est vraiment, vraiment intéressant. Fait que là, finalement, c'est pas vraiment mon idée, là. Quoi? Il m'a dit ça, puis là, j'ai full pensé à son univers, puis là, je me suis dit, ah, Ah! genre, je voudrais vraiment m'inspirer de ce genre d'esthétique. Eh oui. Ah, je vais aller voir c'est quoi. Je vais aller voir Euh, c'est quoi, je connais pas. ouais, mais ouais, c'est ça. Puis je pense que ben pour au moins avoir une certaine originalité, là, pas dire que j'ai juste Rip-Off James Thierry, là. Je pense que je pense que je voudrais quand même explorer le rôle de la parole poétique dans le rapport à la marionnette, que ce soit une marionnette qui répond juste en musique avec quelqu'un qui lui parle en mots, ça pourrait être vraiment beau. Euh, le fait d'utiliser justement les différents langages dramaturgiques comme utiliser justement toutes les marionnettes, ils ont un peu comme voyons c'est quoi la pièce euh, c'est comme un classique, une pièce de musique classique où est-ce que tous les animaux sont interprétés par un instrument différent, là. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais bref, ça a déjà été fait, mais je pense que je voudrais explorer quelque chose dans ce genre-là où est-ce que la voix de la marionnette, ben, c'est une trompette tu sais, qui a une expressivité, par exemple, distincte à cet être-là, puis il y a des personnages qui Mhm. sont plus humains qui interagissent avec eux. Ouais. Ça serait un peu ça, je pense, mon univers avec les marionnettes. OK. Ouais, Super. c'est très, J'espère que j'ai Ouais, répondu à super la intéressant. tâche. Oui, oui, non, mais moi aussi, j'aimerais savoir tes shows. Ben non, mais ça, c'est un défi, c'est un défi qui est pas stressant, là. L'idée, c'est juste de Ouais, voir non, comment tu te c'est ça. projettes Ouais, pour le trip, là. vraiment. Hey, écoute, c'est pas mal ça qui close cette belle entrevue, hein. C'était vraiment le fun de te Ouais. recevoir. C'est très riche. C'est ça que je pensais. C'était une discussion très riche. Merci beaucoup de t'être porté à l'exercice. Hey, merci beaucoup à vous, puis c'était vraiment le fun de jaser de tout ça avec vous, puis c'est full un beau concept, fait que merci de m'avoir reçu. Ça fait très plaisir. Est-ce que, dis-moi, est-ce que tu as des choses que tu veux plugger, si des gens tu veux qui te suivent sur des réseaux sociaux?
Ben, c'est possible de me suivre sur Instagram à Erika Hagen Veilleux. Sinon, la seule autre chose que je voudrais plugger, c'est en fait, c'est pas par rapport à l'art, mais c'est par rapport à des débats de société présentement. Puis c'est juste que tout le monde s'informe par rapport aux polémiques qui se passent présentement, les choses qu'on peut améliorer par rapport au racisme qui se passe au Québec, le racisme systémique, voir comment ça peut apparaître aussi dans nos milieux artistiques, puis continuer à être se responsabiliser par rapport à ouais, c'est ça, à notre manière collective de répondre à ça. Donc, c'est ça mon plug. Nice. Merci. Alors, c'est le moment du Q On est rendu au final. moment de la réplique de fin. OK. Ben, c'était le langue à langue. Ça recommence. OK, mais mettons... non, c'est parfait, Ok. c'est parfait Ouais, comme ouais. ça. Fait Le que- malaise On de sait que fin est tout le temps Oui. Je pensais qu'il allait avoir un jingle. OK, excuse-moi, j'avais mal compris. Alors, jingle, c'est ça qui te calme. OK. Donc, c'était le langue à langue, le podcast. Merci d'avoir été parmi nous, puis je vous souhaite en santé, de cœur, d'esprit et de corps. Prenez soin de vous.